dopée à l'énergie citoyenne. Alors on va se donner plein d'énergie sur cet atelier. Je me présente, je suis Bérénice Dombal du Mouvement pour l'économie solidaire France et aussi vice-présidente de l'ESS France. Et puis par ailleurs, je viens d'Occitanie, à côté de Toulouse. Voilà, avec mes collègues. On va parler donc de citoyenneté. Alors je me suis dit, mais comment parler de citoyenneté? Qu'est-ce que je vais pouvoir introduire comme idée au départ? Qu'est-ce qui me vient? J'ai envie de vous parler d'Aman. Aman, c'est une femme qui a 45 ans, qui vit dans ce qu'on appelle le quartier du Grand Mirail à Toulouse. Voilà, et qui a monté un collectif citoyen qui s'appelle Les Invisibles, et je dirais à la faveur ou à la défaveur de la crise sanitaire. Et ce qu'elle dit, Aman, qui est intervenue lors de notre dernier forum régional de l'ESS à Toulouse, elle dit, ben voilà, on a choisi de s'appeler Les Invisibles, parce qu'en fait, on nous a dit que nous n'étions pas des vrais citoyens, et on a dit ça à nos jeunes du quartier. Et je ne suis pas d'accord. Donc j'ai voulu, avec d'autres femmes et d'autres hommes, monter ce collectif pour qu'on reconnaisse la parole des jeunes aujourd'hui qui se sont rejetés des institutions dans lesquelles ils ne trouvent pas leur place, ni même auprès de nos structures d'économie sociale et solidaire. Et le Covid est arrivé et ils se sont troussés les manches parce qu'en fait il y avait simplement un point économique basique. C'est qu'il n'y avait pas à manger en fait. On n'arrivait pas à boucler les fins de mois, plus d'intérim, les aides sociales suffisant pas arrivaient même au 18 mois, et plus d'économie informelle, et donc quelque part plus de deal quoi, hein, plus d'économie que vendent les choux, hein, au pied des immeubles. Et ils ont monté quelque chose comme ça, je dirais à la mano, première distribution de sandwich. Aujourd'hui, il y a une grosse réflexion qui a émergé, puisqu'aujourd'hui, ils travaillent vraiment pour une alimentation locale, de qualité, pour les personnes en précarité du quartier, qui se sont rendus compte que ce qui était recueilli, je dirais, par les aides alimentaires habituelles, en fait, ce n'était pas de la qualité, qu'aujourd'hui, il fallait faire autrement. Je laisse l'anecdote comme ça, et qu'est-ce que ça évoque au fond? Ça m'a, moi, interrogé sur notre manière d'écouter ou pas la parole des citoyens, et d'accompagner ou pas la parole des citoyens. Est-ce que j'écoute vraiment bien Aman quand je l'invite au forum régional l'économie sociale et solidaire? Elle n'a pas tellement le temps, en fait, hein, parce qu'elle a 2 enfants, donc elle ne peut rester que 20 minutes dans la table ronde où nous parlons pendant 1h15 ou 1h30. Donc est-ce que le temps que j'ai, moi, en tant qu'intervenant social ou du réseau de l'ESS, je sais prendre le temps long que nécessite un collectif citoyen pour trouver sa vitesse de croisière? C'est la première question que je me suis posée. Et je me suis demandé si dans l'ESS, on était vraiment une économie populaire. Est-ce que vraiment c'était porté par des catégories sociales différentes que, je dirais, j'ose dire, la nôtre? Voilà, je laisse ça comme ça, c'est un peu mon introduction. Aujourd'hui, est-ce que nous sommes un mouvement populaire, un mouvement avec tous les citoyens? Est-ce que vraiment nous sommes vraiment inclusifs? Ces questions vont traverser nos débats. Je ne vais pas plus loin. Je vais passer la parole à Patricia Koller, qui est coprésidente du Mouvement pour l'économie solidaire, afin qu'elle nous donne, elle, sa vision de cette économie dopée à l'énergie citoyenne. Qu'est-ce que ça signifie pour elle en termes de citoyenneté, de démocratie? De travailler, de réunir, d'accompagner. C'est l'idée d'initiative qui essaiment partout sur les territoires. Alors, comme tu le dis, ce sont des épiceries solidaires, ce sont des régies de quartier, ce sont des AMAP, ce sont des tiers-lieux, ce sont des collectifs de femmes, des collectifs de jeunes, des monnaies locales. Toutes ces nouvelles manières de faire en proximité, dans la solidarité. Et on a vu notamment, tu le disais pendant la crise, comment elles ont souvent été en première ligne, à quel point elles ont pu montrer que la considération de l'autre, la considération des relations, le prendre soin était important, était une question cruciale que nous devions
retrouver sur les territoires, dans un monde, dans des territoires qui sont de plus confrontés à des crises, la crise du Covid, on a parlé évidemment des différentes crises, et qui cherchent de nouveaux repères. Et donc on voit bien que, comme tu le disais, on est vraiment confronté au sein de l'économie sociale et solidaire, mais plus largement dans la société, à une ambition de pouvoir garantir, de pouvoir accompagner, de pouvoir soutenir ces espaces d'expression des personnes, des espaces de partage, des espaces de débat, des espaces d'action, de capacité d'agir, parce que il nous faut retrouver les possibilités de la diversité de ce que peuvent amener les personnes. Peut-être un des points clés que tu soulignais, c'est-à-dire vraiment de sortir de cette vision d'une économie qui serait une économie de la science exacte, une économie qui nous serait donnée, une économie restreinte au marché, pour retrouver une économie qui est faite comme une organisation culturelle, comme une organisation empreinte de relations sociales, et surtout une économie qui a du sens, au sens où elle prend en considération les aspirations des personnes. Et c'est bien en partant de ces personnes, avec leur singularité, avec leurs identités plurielles, avec leurs aspirations plurielles, que nous devons essayer de réfléchir à de nouveaux imaginaires de l'économie, qui justement nous permettent d'articuler la question démocratique, au sens où elle va venir s'imprégner et investir ses ambitions et ses aspirations de la diversité des personnes et de la diversité de leur parcours, et en même temps, elle va nous permettre de prendre en considération les relations à créer entre les personnes et les coopérations que nous devons former. Et peut-être que cette nouvelle imaginaire de la coopération, ce nouvel imaginaire justement de nos formes économiques, nous permettra de faire face aux changements culturels profonds dont nous avons besoin. Alors évidemment, ce sont des grands mots, mais en même temps, ça s'applique directement au niveau local, au niveau territorial, comme tu le disais, et je pense que si nous devons penser des leviers d'action, il nous faut véritablement réfléchir à ce soutien direct aux initiatives, à la diversité des initiatives. Ça n'est pas facile, parce que contrairement à ce qu'on pense, on est très souvent plutôt dans une logique de contrôle, plutôt dans une logique d'expertise, et moins dans une logique d'apport ou de soutien à la capacité d'initiative, à la capacité d'action. Et on est aussi dans un moment où malheureusement on voit qu'on traverse une difficulté démocratique avec des enjeux de repli sur soi, avec des enjeux de fermeture, voire des enjeux autoritaires. Et donc là on a bien, au sein de l'économie sociale et solidaire, un imaginaire de la démocratie et de la diversité à faire vivre, me semble-t-il. Si on veut véritablement être dopé à l'énergie citoyenne, il faut la faire la place. Il faut faire la place aux jeunes, il faut faire la place à la diversité. Et il faut faire la place surtout parce que c'est à partir de cette diversité qu'on pourra véritablement créer des nouveaux imaginaires. Et il nous faut proposer ces espaces pour créer, inventer, pour échanger, pour contribuer, comme des espaces publics quelque part, qui nous permettent de débattre ensemble et de contribuer ainsi à l'intérêt général. Alors peut-être quelques éléments, parce qu'en effet, au niveau du mouvement pour l'économie solidaire, avec tout un collectif d'acteurs, nous avons essayé dans ce processus de contribuer à travers un manifeste pour une citoyenneté favorisant la démocratie économique, à partir de contributions, des signataires, des participants aux différentes agoras. Et on a essayé comme cela de montrer à quel point l'articulation entre la question démocratique et économique était aujourd'hui essentielle si on veut retrouver une véritable alliance et une véritable capacité pour répondre aux enjeux qui nous font face. Donc je disais soutenir la diversité des initiatives et des processus, parce qu'il faut du temps pour s'installer, il faut pouvoir échouer parfois, il faut pouvoir expérimenter. La question de l'organisation peut-être de la démocratie dans nos structures. Auparavant, on pouvait dire la démocratie dans l'atelier, donc la démocratie dans le travail, la démocratie dans l'entreprise. Comment penser des collectifs citoyens d'habitat participatif, des collectifs culturels. On voit aujourd'hui par exemple des cinémas associatifs participatifs, des supermarchés collaboratifs. Comment est-ce qu'ils repensent une démocratie interne qui leur permette de sortir de pouvoir en fait, décisionnel concentré pour aller vers un plus grand nombre de parties prenantes. Je mettrai peut-être juste l'accent sur deux derniers éléments. Souvent on dit que l'ESS répond à des besoins.
voire de l'accès au droit, j'irai plus loin. Si on veut vraiment penser cette question de la démocratie, pensons à l'exercice des droits. Tu le disais dans l'exemple que tu prenais. On a besoin que l'ESS soit aussi un espace transformateur, au sens où il va défendre les droits humains, très attaqués actuellement, on le sait tous, très remis en question, et au contraire les nourrir, les étendre, les inventer dans un monde en mutation. Et c'est ce qu'on voit sur les droits sociaux, les droits des femmes, les luttes contre les discriminations, les droits culturels, les droits sur le numérique, etc. Et peut-être dernier point, tu soulignais l'économie sociale et populaire. Oui, le refus de l'assignation, le refus de l'invisibilisation, c'est aussi ce qui doit nous conduire. Et j'ajouterais peut-être le renforcement des systèmes de protection. Un des principes de l'ESS, c'est cette mutualisation et cette solidarité démocratique que nous pouvons construire. Il me semble qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de protections sociales qui sont attaquées. On pourrait parler de la réforme de l'assurance chômage actuellement, et que donc on a là un devoir de sécurisation de ces protections, mais aussi d'approche sur des niveaux de proximité, puisque les collectifs, les communautés de travailleurs, les collectifs de femmes, comme tu le disais, mais aussi les coopératives d'activité d'emploi, aussi un certain nombre d'autres exemples, sont aussi ces communautés de proximité et de protection qui peuvent permettre de cheminer sur des chemins d'émancipation indicible. Économiste, qui vient de Grenoble et que vous connaissez certainement déjà. Je pense que alors on a un peu inversé, mais c'est pas grave, c'est plutôt bien. On va parler d'économie parce nous sommes des gens sérieux. Donc nous allons parler d'économie. Allons-y. Oui, alors on va repartir du titre de l'atelier, l'économie de notre pays à l'énergie citoyenne. Et je pense que les deux premières interventions montrent bien que l'approche par les personnes nous montre que l'économie en fait a une base philosophique. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais il faut rappeler le premier économiste de l'économie de marché, Adam Smith, il a d'abord été philosophe. Il a fait un traité de philosophie, la théorie des sentiments moraux, où il a une représentation du comportement humain. Et je crois que c'est déjà cette représentation du comportement humain qu'il faut questionner. Ce qui va aboutir, un siècle plus tard, à la définition de l'homo economicus, c'est un individu qui est atomisé, qui est égoïste, qui fait du calcul économique et qui ne fonctionne que par imitation. C'est-à-dire qu'il veut s'enrichir parce que les autres, il y a toujours quelqu'un de plus riche que lui. C'est très actuel comme comportement. Mais est-ce que ça peut définir l'essentiel de la personne humaine et dans ses activités quotidiennes? Ça, c'est vraiment une question. Et je pense que derrière tout ça, il y a effectivement cette question philosophique. Comment on se représente la personne humaine et le comportement humain? Deuxième question posée aux économistes, c'est qu'est-ce que c'est du tout l'économie? Et je crois qu'il faut réaffirmer que toute économie est politique. Qu'on l'appelle science économique, analyse économique, tout ce que vous voulez, toute économie est politique. C'est-à-dire que toute économie a une vision, elle est philosophique, elle a une vision de l'être humain en société, et d'une vision de la société d'aujourd'hui, de la société future. Et je crois que c'est dans ce cadre-là que se pose la question de l'ESS aujourd'hui, puisqu'il s'agit de définir le projet politique de l'ESS pour aujourd'hui et surtout pour les années à venir. Et pourquoi, dans ce cadre-là, parler de citoyenneté économique? Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux généraux, puis ce que j'appellerais des enjeux plus spécifiques. Ils sont tous politiques. Il y a un enjeu sur la citoyenneté politique. On le sait tous, et vraiment l'actualité nous le rappelle vraiment sans cesse. Il y a vraiment un problème aujourd'hui de l'exercice de la citoyenneté politique, qui est pourtant la base de notre République. Car les citoyens ne voient plus l'effectivité du vote. C'est-à-dire comment le vote améliore leur vie quotidienne. Et je crois que ça, c'est très d'où, on le sait, à l'abstention, le fatalisme, voire les populismes. Je crois qu'actuellement, on est vraiment là bien placé pour en voir les dévoiements. Et donc, je crois que là, par rapport à ça, puisque c'est la manière dont les citoyens ne voient pas les enjeux du vote sur leur vie quotidienne, que c'est à partir de la vie quotidienne qu'il faut repartir. Et donc, construire cette citoyenneté économique à partir de la vie quotidienne. Premier élément. Deuxième élément aussi, qui est très connu, c'est la montée des inégalités. Montée des inégalités qui ferait que certains citoyens se sentent des citoyens de seconde zone, ou non citoyens du tout, complètement invisibles. Et ça, il y a des inégalités économiques, culturelles, sociales, etc. Et c'est des inégalités fondamentales, profondes, ces inégalités-là. Le fait que
on ne se sent pas effectivement appartenir à la même société. Et ça, je pense qu'on était dans un atelier précédemment sur la fraternité, je pense que là, vraiment, on est au cœur de déchirure sociale vraiment profonde. Troisième élément de la crise environnementale. Alors, vous la connaissez tous, et c'est tout, je ne vais pas la... Mais ce qui m'intéresse pour ça, la crise environnementale, c'est parce qu'elle nous oblige à changer nos comportements. À changer nos comportements individuels et nos comportements collectifs. Dans la production, la consommation, l'échange avec les circuits courts, etc., etc. Et donc, on est bien dans des comportements d'activité économique quotidienne. Et on voit bien que ça aussi, cette crise environnementale, elle nous interpelle non seulement dans les activités, mais dans la manière de reconstruire, de construire ces nouvelles activités. Et la dernière, en règle générale, c'est la question du sens du travail. On voit que partout, alors c'est posé certains d'un côté par les cadres qui se sentent subordonnés aux volontés des actionnaires, mais c'est aussi chez l'aide à domicile qui ne peut plus exercer correctement son travail dans les conditions dans lesquelles elles sont. Et donc il y a toute une question autour du travail et de la subordination du salariat qui impose de réfléchir à la manière dont le travail est considéré, non pas considéré au sens reconnaissance sociale, mais abordé dans notre société. Voilà, quatre grandes pistes de réflexion qui sont vraiment des questions politiques importantes dans lesquelles la citoyenneté économique est sollicitée. Alors, elle est sollicitée et en même temps, elle est déjà en action. Elle est déjà en action, mais de manière très diffuse et parfois contradictoire. Je vais vous dire pourquoi, comment je vois ça. C'est vrai que pour certains, il y a une revendication à l'autonomie. Et que cette citoyenneté économique, elle est déjà en marche. On voit la création d'associations, la nouvelle création de coopératives, notamment des SIC, etc., où on voit que les citoyens, des groupes de citoyens prennent en charge de nouvelles activités, et même dans des domaines capitalistiques. Traditionnellement, on disait que l'économie sociale et solidaire était dans les services dits relationnels. Santé, éducation, accompagnement, etc. Aujourd'hui, on arrive dans les secteurs capitalistiques. Vous avez entendu parler de Railcop, tout à l'heure on nous a présenté Télécop. On a vraiment des secteurs qui auparavant n'étaient pas du tout abordés. Donc là, on voit bien que dans ces secteurs d'activité économique, on a des groupements de citoyens qui s'emparent et qui veulent maîtriser collectivement l'activité économique. Et à l'inverse, dans le secteur social, dit social, on a des injonctions à la participation. Et moi, ça me pose problème, cette différence, ce que j'ai fait. Revendication d'autonomie pour les uns, et injonction à la responsabilisation, à la participation, même avec l'idée du pouvoir d'agir. Parfois, ça devient une injonction. Injonction à se mobiliser, etc., etc. Donc on est dans une situation un peu contradictoire dans ces secteurs-là. Comme dans l'action sociale plus institutionnelle, on a maintenant la nécessité d'avoir des conseils d'usagers, des conseils de vie, d'établissement, etc., etc. Tout le monde est appelé d'une certaine manière à participer. Mais je vais participer entre guillemets parce que c'est des réalités complètement diverses. Donc ça, c'est vraiment une question sur laquelle je pense qu'il faut réfléchir. Et puis aussi, parallèlement, on l'a vu, notamment effectivement avec la pandémie, on a vu naître des formes d'engagement, de proximité assez fantastiques. Un peu tout azimut, parfois médiatisées par des plateformes numériques, par le téléphone portable, etc. Où, à la fois, il y a de nouvelles formes d'engagement, très très fortes, individuelles, micro-collectives, spontanées, conjoncturelles, etc., enfin de toutes sortes. Et puis, on a peut-être de façon un peu plus pérenne ce que j'appelle la nouvelle action solidaire, où on n'est plus dans, je dirais, le rapport entre bénévoles et bénéficiaires, et où effectivement, les personnes concernées sont appelées à devenir vraiment des actrices de leur développement. Alors, je crois que je finis. Tout ça traduit effectivement de façon très désordonnée, parfois très contradictoire. Je vais vous donner quelques petites pistes. Vraiment, ce besoin, cette demande, cette nécessité de construire et de vivifier une citoyenneté économique que je vais définir comme un mode d'engagement individuel et collectif. Aujourd'hui, on ne peut pas séparer l'individuel du collectif. Je crois que c'est plus ma génération. Moi, je suis née dans le collectif. Le jeu n'existait pas. Il réapparaissait tout le temps, mais il n'existait pas, formellement. Et pour effectivement se réapproprier cette vie quotidienne, maîtriser les activités économiques, alors je vais appeler de base, parce que la distinction essentielle dans l'essentiel, je crois qu'on en a un peu soupé,
mais qui sont informels ou formels, hein, ou qui peuvent être en voie de formalisation, et je trouve que ça c'est très important, qui naissent au niveau local, parce que c'est ça le niveau de l'implication des collectifs de personnes, mais je finis là-dessus, qui doivent aussi prendre des ampleurs plus larges. Hein. Et ça, c'est un rôle de l'ESS comme écosystème, hein, de pouvoir effectivement porter à un niveau plus large toutes ces formes, ces manifestations de citoyenneté économique, pour que ça devienne une véritable citoyenneté économique. Donc du coup, plutôt à Amélie. Je vais reprendre les lunettes par rapport à mes films, parce que j'ai oublié ton nom. Amélie Raphaël du CGSCOP. Alors, dans les coopératives, comment ça se passe? Moi, ma question qui est venue quand on s'est parlé l'autre jour, c'était de dire, vous avez un fonctionnement dans les coopératives qui permet réellement d'exercer de la démocratie économique, pour le coup, en interne, dans l'entreprise. Comment ça se passe? Comment ça se passe surtout pour, quand on est par exemple dans une SCOP qui est une SCOP industrielle, comment ça se passe pour que tout le monde intègre, parce que ça veut dire la démocratie économique et la participation à la vie de la coopérative, c'est un premier point que je voyais. Puis un autre point, c'était quel est le lien entre la coopérative et son territoire, et les autres citoyens tout autour. Je vais mettre un chrono, histoire d'essayer de respecter Oui, le timing. Oui, alors effectivement, merci. Je représente ici la Confédération des SCOP. Peut-être juste un petit mot pour dire que la Confédération des SCOP, c'est 3600 SCOP et SIC, qui est une forme d'entreprise de l'économie sociale qui se positionne sur des secteurs capitalistes depuis fort longtemps. Daniel, comme vous le disiez, nous, on intervient sur des secteurs qui sont parfois et souvent quand même capitalistes. On n'a pas attendu pour le faire. On est plutôt également très fiers de dire que malgré la crise, on arrive à continuer à créer des projets coopératifs, des SCOP et des SIC, et qu'il nous semble que c'est parce que ça répond à un besoin qui est plus large qu'un besoin uniquement économique. On a eu cette réflexion aussi qui était de se dire on est en face de crises diverses, évidemment la crise environnementale, mais aussi la crise démocratique dont vous aviez parlé. Et on s'est dit, mais il y a 2 ans de ça à peu près, dans le mouvement, on est très très inquiets. Et comment faire en sorte que ce qu'on a l'impression de vivre à l'intérieur de nos coopératives, ça puisse avoir une action aussi à l'extérieur des coopératives, voir qu'on arrive à essaimer aussi peut-être que ce qu'on fait, ça peut être utile dans d'autres entreprises, peut-être différemment, évidemment. On essaye aussi de parler de nous, de mieux parler de nous, et puis de convaincre des entrepreneurs d'avoir des projets coopératifs. Donc on s'est posé ces questions. Alors on s'est posé ces questions, j'ai bien aimé la relation économie, c'est de la philosophie et c'est de la politique, parce que c'est justement cela qu'on a fait. Puis c'est aussi la vie quotidienne, et notre vie quotidienne, c'est en partie, pour ceux qui ont la chance de travailler, la vie quotidienne, c'est quand même aussi beaucoup de travail, parce qu'on y passe un certain temps. Et donc on a fait cette démarche de réflexion, et comme on n'est pas des chercheurs à l'intérieur du mouvement, on est des entrepreneurs, des coopérateurs, on a essayé de faire une démarche depuis 1 an ou 2 ans de réflexion, en se disant, mais finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que nos entreprises sont effectivement plus citoyennes sur leur territoire? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que nos coopérateurs se sentent plus citoyens? Et on a réfléchi, mais avec des groupes de coopérateurs à cette démarche. Et puis il y a un livre qui d'ailleurs sortira dans quelques temps sur ce sujet-là. Donc naturellement, on a été accompagnés pour le faire. Et c'était important pour nous de comprendre ce qui faisait un peu système chez nous. Alors évidemment, on s'est posé la question, est-ce que ce sont nos statuts, est-ce que ce sont... nous sommes plus vertueux, les personnes qui font des coopératives seraient plus vertueuses. On s'est dit non, ça ne peut pas. Alors on sait bien que les statuts, ils sont très importants, et vous savez à quel point, pour ceux qui connaissent l'ESS, on défend nos statuts, mais c'est un garde-fou ces statuts, mais c'est pas suffisant. On n'est pas forcément meilleur que les autres, humainement, individuellement non plus, donc c'est pas non plus suffisant. Et donc dans notre réflexion, dans notre enquête, on a finalement abouti à la conclusion suivante,
c'est qu'il nous semble que l'entreprise doit associer 4 axes majeurs, 3 leviers majeurs, sans lesquels on n'arrivera pas à avoir cette démocratie économique et citoyenne dans l'entreprise et pour la cité, hein, et pas seulement pour elle-même, mais pour la cité. Ces quatre axes ces 4 piliers qu'on a développés, c'est les questions de partage du pouvoir, de partage des bénéfices, partage de la richesse, mais c'est aussi, bon, c'est les 2 premiers, on en parle depuis longtemps, mais c'est aussi associer ça à la question du bien-être des travailleurs, et puis évidemment de l'éthique et de la responsabilité des entreprises. Et on s'est dit, ces 4 piliers doivent faire système. Dès qu'on essaye de développer une entreprise qui se consacrerait ou qui ne ferait attention qu'à développer un seul de ces piliers un peu vertueux, ben finalement, quelque part, on boite et il faut absolument être systématiquement en cohérence sur ces 4 piliers-là, avec évidemment l'ambition, après une fois qu'on a défini ça, hein, l'ambition pour nous, c'est de réussir à définir un index de citoyenneté économique qui nous permette évidemment à nous, à l'intérieur de notre organisation, pour l'ensemble de nos coopératives Scope Éthique, d'avoir un référentiel qui ne soit pas uniquement est-ce qu'on respecte bien nos statuts ou des référentiels qui viendraient de l'extérieur, dont il nous semble qu'ils oublient toujours une partie en fait de ces critères et de ces piliers. Et donc on réfléchit et proposer aussi à d'autres entreprises, puisqu'une fois qu'on définit un peu ce système vertueux sur les 4 piliers, c'est quelque chose qu'on peut aussi plus facilement proposer qu'un statut ou qu'une injonction à la vertu à laquelle finalement on ne croit pas tellement. Alors pour préciser peut-être un peu plus hein, sur ces 4 piliers, les choses auxquelles on pense. Premier pilier, la question du partage du pouvoir et de la décision. Il nous semble qu'il faut faire attention à plusieurs choses, et donc on peut choisir des indicateurs, mais peu importe les indicateurs, ici c'est pas une liste d'indicateurs que je veux vous donner, mais plutôt un peu les axes et réflexions. Alors on pense à plusieurs choses. On pense évidemment à la composition de la gouvernance. C'est-à-dire, quelles sont les parties prenantes qui sont à la gouvernance, et évidemment, on est très fiers d'avoir fait émerger, le mouvement des Télescopes a fait émerger il y a maintenant plus de 20 ans de cela, le statut de SIC, hein, justement autour de cette réflexion, parce qu'on s'était dit, bon ben les salariés sont majoritaires dans nos entreprises, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer d'avoir une gouvernance plus partagée avec les parties prenantes? Et c'est comme ça que sont nés effectivement les SIC. Alors, on ne l'a pas fait tout seul, hein, et merci à tous ceux qui l'ont fait avec nous. Et c'était vraiment cette question-là du partage de la gouvernance. Et puis évidemment, la diversité des profils aussi qu'on a dans les gouvernances. C'était une question que tu me posais. Effectivement, dans nos entreprises, alors je n'ai pas trouvé d'études sociologiques, mais vous verrez dans quelques semaines paraître les chiffres clés de notre mouvement. On a par ailleurs un congrès en mars, vous êtes tout à fait conviés à venir nous rencontrer à cette occasion. Donc on a quand même une présence de femmes, une présence de jeunes, une présence aussi de milieux sociaux moins favorisés. Et donc c'est quelque chose qu'on voit chez nous. Évidemment, le pourcentage de salariés qui sont pas à la gouvernance, la part des salariés est une évidence pour la gouvernance. C'est aussi les conditions du bon exercice de la démocratie, donc ça interroge l'ensemble des processus démocratiques, et dans nos entreprises, on peut s'interroger sur la place de la représentation du personnel, qui est une autre courroie, un autre levier important, et on sait que dans les entreprises en France, pour ceux qui sont occupés un peu de dialogue social, je crois qu'il y a des organisations syndicales qui sont invitées aujourd'hui, qui sont peut-être à la clôture. On sait qu'on a un dialogue social qui est bien souvent de mauvaise qualité en France. Et puis, il faut qu'on s'interroge en tant que l'ESS aussi de la qualité du dialogue social dans les entreprises de l'ESS. Hein, donc, c'est un point important. Et puis ensuite, c'est évidemment la participation aux décisions stratégiques. Hein, il y a différents niveaux dans la prise de décision. Il faut vraiment que la décision stratégique, elle soit large. Le deuxième pilier dont je vous évoquais, qui est toujours un peu systémique, c'est la question du partage de la richesse, le partage de la valeur. Donc ça, c'est évidemment à la fois que fait-on des bénéfices. On partage le plus largement possible, mais on partage aussi avec l'avenir, parce que c'est la question de la pérennité des entreprises. Est-ce qu'on réinvestit nos résultats pour les investissements futurs? Oui, ça fait juste 8 minutes, 7 secondes.
Mais c'est aussi, par exemple, les échelles de salaire. Hein, c'est quelque chose aussi qui nous semble être essentiel, qui font partie aussi des indicateurs que nous regardons régulièrement. Ça, ce sont des choses qui sont plutôt de l'ordre du collectif. Comme Daniel disait tout à l'heure, il y a dans l'entreprise, il y a le collectif, mais il y a aussi la question de l'individuel. Donc le troisième pilier pour nous important, c'est la question du bien-être au travail. Et on a, juste pour vous donner un exemple, à quel point ces 4 leviers font système, c'est qu'on a, dans une enquête récente, une chercheuse de Montpellier, montré que dans nos entreprises, il y avait une relation directe entre la participation à la décision, par exemple, et le bien-être au travail. Le fait d'être plus serein en comprenant et en participant à la stratégie de l'entreprise. Donc on voit bien que si on ne fait que participer, si on ne s'occupe pas de bien-être et vice-versa, ça ne marche pas. Il faut vraiment avoir les deux. Et puis le dernier levier, c'est évidemment comment l'entreprise se tourne vers la société, quel est l'impact de l'entreprise sur la société. Et peut-être pour conclure, peut-être sur mes propos, puisque j'ai dépassé les limites, vraiment ce qui est important pour nous, c'est de réussir à montrer que la gestion coopérative qui est développée autour de ces 4 piliers, ça permet de faire des citoyens dans l'entreprise. Ça, c'est la première étape. Ça, c'était un slogan assez ancien du mouvement coopératif. Et ça veut dire aussi que ça fait des citoyens pour la cité, c'est-à-dire les citoyens qui s'exercent dans l'entreprise, ils sont aussi plus citoyens dans la cité. Et ça veut dire aussi que ça fait des entreprises citoyennes, c'est-à-dire des entreprises qui ont envie collectivement d'agir pour les territoires, pour leur environnement. De traiter, je dirais même en termes de projet de dispositifs, est-ce que les dispositifs sont suffisants à, je dirais, cerner ou faire émerger la participation citoyenne? Et quels sont les leviers, selon toi, bien sûr? Merci, bonjour à toutes et à tous. Je rajouterai dans la présentation, parce que je vais en reparler après, mais Timothée en revient de Séoul, puisque la ville de Bordeaux est présidente du G7, c'est un réseau international de collectivités d'acteurs de l'ESS, et je pense que c'est important dans la dimension qu'on peut porter aussi dans la vision de l'ESS et de la citoyenneté, mais j'en redirai un mot tout à l'heure. Déjà, avant de répondre à cette question et aux questions que vous venez de poser, je voulais rebondir sur vos propos. Vous dites l'économie est politique, évidemment. Mais les politiques, je vous rejoins tout à fait. L'économie, c'est quoi? C'est comment est-ce que je vais manger ce soir? Comment est-ce que je vais m'habiller demain? Comment est-ce qu'à la fin du mois, je vais avoir des revenus suffisants qui vont me permettre de continuer de manger, de continuer à m'habiller, mais aussi d'aller participer à certaines activités, dans la culture, dans le sport, etc. Donc nous, ce qu'on défend beaucoup, en tout cas à Bordeaux, notre vision de l'économie, c'est il faut que nous redéveloppions une économie dont l'objet premier est de répondre aux besoins des habitants du territoire. Parce que parfois, on s'en est un petit peu éloigné. C'est politique de ce point de vue-là, et c'est politique aussi parce que l'économie a des impacts, des effets collatéraux, parfois positifs, mais souvent négatifs, sur les questions d'égalité dans la société, sur la question environnementale, etc. Donc ça en fait un sujet hautement démocratique au final, alors qu'aujourd'hui, s'il y a bien un champ qui exclut la démocratie, c'est bien le champ économique. D'où cette question de la citoyenneté et de l'économie dopée à l'énergie citoyenne. Donc oui, évidemment, l'ESS est dopé à l'énergie citoyenne par les statuts, parce que ça garantit, ça permet un certain nombre de choses, par le lien au territoire. On a vu tout à l'heure les recycleries, les monnaies locales, les fermes urbaines. Il y a effectivement cette dimension-là avec des habitants qui s'organisent pour trouver des réponses à leurs propres problèmes. Et puis, on le voit aussi avec l'ESS capable d'organiser, d'inventer des alternatives à un modèle dominant. Je pense par exemple aux livraisons à Bordeaux, les livraisons à vélo, pardon. À Bordeaux, nous avons des anciens de chez Uber, de Deliveroo, qui, comme dans d'autres villes, ont créé leur coopérative de coursiers pour avoir une sécurité sociale, pour avoir un cadre collectif, un contrat de travail, si ce n'est pas trop demandé. Ce sont des choses importantes qui inscrivent vraiment l'ESS dans cette dynamique-là. Ce sont des gens comme vous et moi, ou comme n'importe qui pourrait se dire j'ai besoin d'améliorer mes conditions de travail et je vais m'organiser pour que ce soit le cas. Toujours est-il que je crois que ce n'est pas suffisant de se contenter de dire que l'ESS est une économie dopée à l'énergie citoyenne. D'abord parce que je pense qu'il faut qu'on dépasse l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'on aille vers une réflexion autour de la question des communs et des communs économiques, c'est-à-dire que comment est-ce qu'on va faire en sorte pour qu'il y ait peut-être un certain nombre de secteurs d'activité. Je pense par exemple aux médicaments, à la production de médicaments, à l'alimentation, à la production d'énergie renouvelable, au pétrole, tout un tas de sujets. Est-ce que ça ne devrait pas être
des secteurs d'activité qui n'appartiennent ni 100% au privé, ni 100% au public. Et est-ce que finalement la clé aujourd'hui des problèmes qu'on rencontre, ce ne serait pas de nous faire confiance à nous pour prendre aussi notre part dans ces sujets-là? Je crois que ça, c'est vraiment ce vers quoi on doit aller. Donc, du coup, ça implique aussi de dépasser l'ESS parce qu'on n'est pas uniquement dans les champs qu'on connaît actuellement et on va un petit peu plus loin. Et puis, je crois que pour ça, il faut qu'on arrive à impliquer tous les acteurs de l'ESS, d'une part, c'est évident, les collectivités territoriales, l'État et aussi les réseaux internationaux. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, on l'a vu là, pendant notre séjour, ces questions de citoyenneté économique, elles se posent dans quasiment tous les pays du monde. Les coopératives chinoises, par exemple, agricoles, c'est un espace de liberté aujourd'hui en Chine, ces coopératives. En Iran, les coopératives, elles sont des espaces de liberté, mais aussi des espaces qui permettent d'organiser un autre modèle économique contournant, ou en tout cas permettant de s'adapter aux sanctions américaines, etc. Donc on se rend bien compte la dynamique internationale de l'ESS, elle peut avoir un véritable impact sur nous ici et qu'on a un mouvement international à créer autour de ça, et que ces questions, on n'est pas les seuls à se les poser. Et puis il y a bien sûr le rôle de l'État, j'ai même pas envie d'en parler aujourd'hui, puisque on ne peut pas considérer en France qu'on a un État qui soit extrêmement dynamique et volontaire sur les questions d'économie sociale et solidaire. C'est pas ce que vaut l'État. On voit le plan de transformation de l'économie proposé hier par l'Union européenne, on voit d'autres États européens ou mondiaux qui développent des politiques de soutien beaucoup plus ambitieuses. Donc mais je crois qu'on a besoin vraiment d'avoir une vision politique nationale et que ce soit porté nationalement. Je sais que SS France le fera dans son plaidoyer et c'est important. Et du point de vue des collectivités, c'est essentiel de travailler sur ce sujet de la citoyenneté économique, d'abord parce que nous sommes des élus issus de la représentation populaire, du vote qui aujourd'hui vaut ce qu'il vaut. Quand on a 27-28% de participation aux dernières municipales, alors oui, il y a le Covid, etc., on peut se raconter tout ce qu'on veut, mais la problématique elle est que les gens se désintéressent de la politique parce que nous l'avons, ou en tout cas ceux d'avant ne sont plus capables d'apporter des réponses, etc. Je ne vous refais pas le dessin qu'a fait très justement Daniel. Et donc du coup, moi je considère, la ligne qu'on défend, c'est de dire qu'il faut vraiment qu'on dépasse en fait le simple rôle d'élu qu'on peut avoir et que finalement on se dise, nous ne sommes que des porteurs de projets parmi d'autres à l'échelle d'un territoire. Moi j'ai des moyens financiers, ils sont ce qu'ils sont, mais ils existent. J'ai des moyens réglementaires, légaux, administratifs pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Et donc, il faut que je les mette à disposition des acteurs du territoire. Et ça, c'est ce qu'on fait, par exemple, quand on travaille, nous, sur l'expérimentation de territoire zéro chômeur longue durée. Vous avez le côté classique de on va identifier les demandeurs d'emploi, les activités qu'ils ont envie de faire, et puis comment est-ce que derrière, on leur permet d'exercer ces activités. Mais nous, on a ajouté un deuxième pendant à ça, j'ai envie de dire, un pendant cela qui s'inspire assez de la logique des communs, c'est aller discuter avec les habitants du quartier. Là, notre expérimentation, elle est sur un quartier politique de la ville, pour que, les habitants identifient eux-mêmes leurs propres problématiques. J'ai besoin d'un bistrot, c'est le premier truc qui est revenu. J'ai besoin d'une bibliothèque ou d'une petite salle de spectacle, d'un lieu, d'un studio d'enregistrement, etc. Et comment est-ce que nous, ensuite, on fait matcher les envies, les demandes des demandeurs d'emploi longue durée et les demandes des habitants du territoire. Et pour ça, quel est l'intermédiaire, quel est l'outil entre les deux? C'est les acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est les réseaux de l'ESS qui vont accompagner et les habitants ou les structures existantes à répondre à ces aspirations, et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc nous, on peut servir à ça en tant que collectivité. Là, je crois un tout petit peu de temps, et pourquoi aussi c'est important, du coup, pour nous, c'est juste une économique, c'est que moi, je considère qu'en tant qu'élu, je serai d'autant plus fort dans mon mandat d'élu local, dans ma volonté de transformation sociale, parce que c'est bien de ça dont on parle, que les citoyens, derrière, seront en capacité d'agir. Et pour ça, je crois qu'il y a tout un tas de sujets qui aujourd'hui sont mis de côté, pas suffisamment abordés, et sur lesquels il faut qu'on arrive à travailler. Parce que l'ESS est une économie de pleine énergie citoyenne, mais finalement, l'ensemble de l'économie, elle vit par les citoyens, parce que c'est nous qui consommons, c'est nous qui travaillons, etc. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on arrive, dans notre rôle de citoyen, à travailler sur l'ensemble de ces dimensions pour changer aussi l'économie par ce biais-là. Et je pense au travail, par exemple. Si on a écrit un livre sur la citoyenneté économique qui va sortir, je crois, en même temps que le vote. Exactement la même chose quand même. Mais on défend par exemple l'idée de dire le travail, effectivement, il doit être au cœur aujourd'hui. Dans une société où le travail est un devoir, il n'est plus un droit. Il faut qu'on refasse du travail un droit, il faut qu'on
inverse le rapport de force pour le rendre plus favorable aux travailleurs et moins favorable aux dirigeants et aux grandes entreprises. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire réduction du temps de travail, ça veut dire mise en œuvre d'un revenu universel, ça veut dire renaissance d'un syndicalisme dans les entreprises, démocratie dans les entreprises, etc. Pourquoi? Pour que la dimension citoyenne, on la retrouve au travail, dans l'entreprise, mais aussi pour qu'on ait du temps à côté, pour qu'il soit reconnu, pour être vice-président, président d'une coopérative, d'un réseau de coopératives, etc. Et ça, il faut aussi qu'on arrive à reconnaître cet engagement-là pour permettre à tout le monde, quel qu'il soit, de s'engager pleinement. Bonjour à toutes et à tous. Donc la PES, je dis simplement quelques mots là-dessus. C'est actuellement 150 adhérents, à peu près 2000 contributeurs. C'est des associations, des entreprises, mais aussi des collectivités, des réseaux d'associations, des individus, des chercheurs. Et leur point commun, c'est pas tant leur statut que le fait de répondre à des besoins sociaux non couverts. Bon, par exemple, l'entreprise GECO qui fait du carburant avec le recyclage de l'huile de friture. Vous savez qu'on fait beaucoup de frites dans le Nord, donc voilà. Alors, donc je vous explique un petit peu le contexte de création de la Plus. Donc la Plus, c'est agir pour une production locale, utile, solidaire et soutenable. Alors c'est au sein de la PES, pendant le confinement, on avait un peu plus de temps à certains moments. Donc on s'est créé un petit groupe de veille pour voir qu'est-ce que pourrait être le monde d'après. On nous parlait du monde d'après. Alors, on avait déjà introduit auprès de nos adhérents, mais aussi des contributeurs, la transition écologique au niveau des fonctionnements associatifs, entreprises, etc. Et on s'est dit, vu que pendant le confinement, on n'avait pas réussi à avoir vraiment des réponses de santé proches de chez nous, que ce soit pour les masques, les gels, les lits d'hôpitaux qu'il fallait se bagarrer pour les avoir. On s'est dit la production locale, c'est un sujet qui est déjà émergent depuis plusieurs années, mais qui devient vraiment quelque chose d'incontournable. Voilà, donc on est parti sur cette idée-là pour à la fois co-construire un autre modèle de développement, rassembler des énergies et des parties prenantes. Selon l'adage de Paul Éluard, il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. Alors, pour lancer cette dynamique plus sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France, bon, bien sûr, on s'est donné un échéancier, des étapes, etc. La première étape, c'est on s'est d'abord dit qu'est-ce que c'est que de la production locale. Pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire? Et là-dessus, on a élaboré 10 balises qui peuvent donner un peu un cadre à ce qu'on entend par production locale. Il n'y a pas une définition précise, c'est pas à 300 km ou à 60, non, voilà. Donc les balises, je vous les donne rapidement, c'est la première, redonner du pouvoir d'agir. Je pense qu'on en a beaucoup parlé, moi j'ai entendu beaucoup parler de ça aujourd'hui. Agir sur tous les secteurs de l'économie, pas uniquement sur l'alimentaire, par exemple, qui est le sujet le plus facile, entre guillemets, enfin le plus évident. Troisième balise, agir localement, penser global. Quatrième, agir utile socialement et écologiquement. Cinquième, agir en préservant et gérant les communs. Agir démocratiquement, c'est la sixième. La septième, encourager la coopération. Huitième, maîtriser les outils de production. Neuvième, agir sur les instruments financiers. Dixième, agir pour redonner de la valeur au travail. Voilà les 10 balises qui nous paraissent importantes de se donner pour agir sur une production, des productions locales. Vous accompagnez en fait des collectifs, c'est bien ça, citoyens, avec cette méthode, c'est bien. Voilà. Bien sûr. D'abord, la première étape, c'était donner envie, mais là, la deuxième, ça va être construire des outils pour accompagner ça, parce que les gens, ils disent, oui, production locale, c'est cool, nous, on est pour, mais comment on fait?
Donc là, on est en train de voir pour élaborer à partir des expériences de différents territoires, que ce soit Dunkerque, que ce soit Amiens, que ce soit, etc., des outils qui peuvent être utiles ailleurs. Par exemple, la coopération, un outil de prospective, un processus d'auto-évaluation, etc., club d'entreprise, etc. Voilà. Merci beaucoup. Délégué général du réseau des régies de quartier, donc c'est 131 assos, c'est un mouvement qui a une quarantaine d'années, et ce sont des associations qui regroupent habitants, bailleurs sociaux, collectivités, pour essayer de construire des activités économiques et sociales qui viennent répondre à des besoins sur des territoires fragiles, donc principalement les quartiers populaires et le monde rural un peu populaire, pour le dire très vite. Donc pour répondre à cette question d'énergie citoyenne, je voudrais passer par un petit exemple. Alors d'abord, l'énergie citoyenne, c'est quand même le fondement de l'histoire des régies de quartier. Les régies, elles sont nées dans un quartier populaire à Roubaix, d'une mobilisation d'habitants, de ce que les sociologues ont appelé lutte urbaine. Donc c'est vraiment des habitants qui se sont mobilisés pour construire un outil qui soit à leur service et qui leur permette de construire des réponses collectivement. Et donc ils ont appelé ça une régie de quartier, avec en filigrane la terminologie du théâtre et le métier de régisseur, dont la vocation est de mettre en mouvement les acteurs sur une scène. Et eux, ils ont des habitants ont dit on met notre propre outil sur le quartier. Et donc ça a été tout au long de l'histoire des régies le fondement aussi, parce que c'est souvent de l'initiative des habitants que se sont créées les régies de quartier. Et comme le disait Daniel Demoustier, on était avant dans une dynamique et des logiques et des mondes très collectifs, on est maintenant dans des logiques beaucoup plus individualistes. Et donc la réalité de l'histoire du réseau fait qu'aujourd'hui on est surtout sollicité par des élus pour créer des régies de quartier. Et donc je voudrais prendre comme exemple deux exemples récents de collectifs d'habitants qui nous ont sollicités pour créer des régies de quartier, donc évidemment ça nous fait plaisir, et montrer ce qu'on peut en tirer comme levier, comme effet induit de tout ça, et comme malgré tout, conclusion que rien n'est jamais gagné, et vous verrez pourquoi. Alors, sur les deux exemples, c'est en Ile-de-France, on a deux collectifs d'habitants de villes de banlieue qui sont venus nous voir. Il y en a un qui est venu nous voir parce que ce sont des habitants qui avaient dans la ville d'à côté une régie de quartier, et qui ont commencé à bénéficier des services de la régie. Notamment pendant le Covid, ils ont vu qu'à côté, les habitants, ils avaient une régie qui avait fait des masques, qui faisait des livraisons à vélo, qui rendait des services aux personnes âgées isolées dans le quartier. Ils ont commencé à aller voir les élus, mais pourquoi on n'a pas de régie en fait? Et donc c'est vraiment l'inspiration de ce qui se fait à côté qui a servi de moteur à cette mobilisation citoyenne. Dans la seconde ville, c'est un peu différent, c'est presque un peu de l'équipe pop et du partenariat, parce qu'en fait, ce sont des habitants qui voulaient changer plein de choses dans le quartier. Tu peux citer les... Non, je ne vais pas citer parce qu'à la fin, je fais une petite pique. Donc je vais volontairement pas citer. Voilà, vous verrez pourquoi. Et donc dans la deuxième ville, là pour le coup, ce sont des habitants qui ont quitté un peu le bailleur social, donc les HLM, parce qu'ils avaient plein de besoins qui n'étaient pas couverts, et ce sont les bailleurs qui ont un peu sensibilisé les habitants aux régies de quartier. Ils ont dit tiens, mais vous devriez creuser ce truc-là, si vous réussissiez à créer une régie, ce serait sympa pour vous, et vous pourriez faire plein de choses grâce à ça. Et donc ces deux collectifs nous ont appelés, et on a fait avec eux un travail un peu de harcèlement, quasi des élus, si bien qu'à la fin, dans les élections municipales de 2020, dans une ville, il y avait 3 listes qui proposaient de créer une régie de quartier, et dans l'autre, il y avait 4 listes qui proposaient de créer une régie de quartier. Donc comme quoi ce harcèlement citoyen a servi. Et donc aujourd'hui, dans les deux villes, on est en train d'essayer d'en créer, on est en train de travailler à la création. Donc ça, c'est le levier, ça a vraiment été d'un côté l'inspiration, et de l'autre le partenariat local qui a fait germer cette idée chez les habitants. Ensuite, qu'est-ce que ça a produit? Pour aller vite, quand on crée une régie, on fait d'abord une démarche de co-construction. On met autour de la table des habitants, des élus, des bailleurs, etc. Et en fait, au début, les élus nous ont beaucoup dit, mais en fait, on sait quels sont les besoins, ça ne servira à pas grand-chose, ces groupes-là, ça va nous prendre du temps, etc. Finalement, il s'avère que ces 6 mois de boulot ont été hyper productifs, qu'on va implanter les régies pas là où les élus pensaient, mais plutôt sur un autre quartier, que des leviers locaux ont été identifiés par des habitants plutôt par des élus, bref, que ça a été évidemment hyper riche. Pour terminer, la petite pique, et pour dire que ce n'est jamais totalement gagné, donc il y a une des villes où on a terminé ce travail de co-construction, on avait présenté aux élus, et donc à monsieur le maire, et donc on a dit au maire, voilà à quoi ressemblera la future régie si vous nous donnez votre validation. Et quand on a travaillé, voilà comment on a construit la composition du conseil d'administration. Et donc dans une régie de quartier, les habitants sont majoritaires dans le conseil d'administration. Et donc le maire nous a dit, c'est bien gentil votre affaire, que vous allez réduire le nombre d'habitants dans le CA, parce qu'il ne s'agit pas de se faire déborder par les habitants. Voilà, donc comme quoi, malgré tout, pour l'instant on n'a pas tranché encore exactement sur ce sujet-là,
et donc je ne dénoncerai personne, mais comme quoi c'est un combat permanent. Vous voyez, on est parti en Pas-de-Calais pour essayer de voir comment on pouvait faire écosystème solidaire autour de la production locale, en essayant d'avoir un peu de méthode, et voir beaucoup de méthodes. On a là une expérience qui pas vraiment des citoyens qui nous fait redire il faut repartir des citoyens, et nous l'avons oublié. Et de ce fait, je vais interroger Slimane, donc de la Ligue. Je cherche Bouraya, Slimane Bouraya de la Ligue pour l'enseignement, qui va, on va peut-être refaire un tour par l'éducation populaire. De quoi on parle au fait? C'est quand même quelque chose qui a une base, un socle. Il faut peut-être revenir à ces valeurs fondamentales et là aussi renouveler peut-être le genre. C'est 150 ans d'histoire, c'est une fédération d'éducation populaire qui est composée aujourd'hui de plus de 20 000 associations en France avec 100 fédérations départementales. Je suis moi-même délégué général d'une fédération départementale, mais je suis en charge au niveau national de la délégation ESS. Et les finalités de la Ligue, et en particulier et plus largement de l'éducation populaire, il y en a plusieurs, mais on va en citer 2 ou 3 qui vont être importantes pour nous et pour le sujet d'aujourd'hui. La transformation sociale, la lutte contre les inégalités, ou encore l'émancipation des citoyens et des citoyennes. À partir de là, on voit bien que dans le projet même de la Ligue de l'enseignement, qui est une confédération, ces finalités nous guident dans nos pratiques, dans nos objectifs, dans nos actions, etc., etc. Et qu'on va travailler ces questions-là sur le terrain avec des démarches, ce qu'on appelle de pédagogie active, pour permettre la participation du citoyen, la prise en charge par les citoyens d'actions, le coportage, etc., etc. Donc on va travailler non seulement avec une forte démarche d'éducation et de formation tout au long de la vie, et on est un mouvement d'éducation avant tout, et travailler à partir des différents champs dans lesquels on évolue, culturel, sportif, loisirs, éducatif, vacances, économiques aussi, on va le voir, à permettre à chacun, aux citoyens, de trouver place dans la société, de s'y construire, d'y agir, c'est important, voire de produire. Voilà. Ce qui fait effectivement que si on part de là, les fondements de la Ligue de l'enseignement, et notamment cette triple vocation de la Ligue en tant que mouvement complémentaire de l'école, fédération d'éducation populaire, mais aussi confédération d'associations. Elle investit et elle accorde beaucoup d'importance à l'ESS et elle plaide notamment en faveur d'une démarche forte de l'ESS, si tant est que celle-ci soit empreinte d'aspiration sociale, de sens et effectivement de logique de participation et d'émancipation citoyenne. Et ça ne limite pas uniquement à la gouvernance ou à la participation de la gouvernance, il faut aller plus loin, il y a des exemples tout autour des interventions précédentes qui montrent qu'effectivement il faut aller beaucoup plus loin que la simple gouvernance et la participation à la gouvernance. Donc j'arrive tout doucement vers le concret, 1 ou 2 exemples. L'ESS est donc une économie pour nous qui donne du pouvoir d'agir aux citoyens et aux citoyennes en repositionnant, et on l'a dit à plusieurs reprises, l'humain au cœur du projet. L'humain, c'est aussi à un moment donné agir avec lui, c'est agir pour lui, mais c'est agir par lui. Et on rajoute le par parce que c'est le portage par le citoyen et pas l'usager. L'usager qui peut devenir acteur et coacteur. Voilà. Donc il y a plusieurs exemples, et je pense qu'on pourrait discuter pendant des heures là-dessus, mais on n'a pas le temps, qui peuvent essayer de montrer comment on emploie à mener des pédagogies actives pour faire de l'éducation, de la formation et de la participation citoyenne active. On a un exemple en commun avec les coopératives, sur les coopératives jeunesse de service. On a un parent économique, on a un parent plutôt du côté éducation populaire, et on arrive à accompagner des jeunes dans une expérience plutôt estivale, l'été, de mois, des jeunes de 16, 17 ans, à organiser des services à la population dans un territoire, avec des logiques de coopération, d'animation, de partage, d'apprentissage du collectif
de vivre du projet collectif, etc., etc. Et ça, c'est une manière, effectivement, d'accompagner. Et on choisit les sujets à partir des débats qu'ils auront, des services qu'ils veulent mettre en place, des compétences que chacun peut identifier et mettre à profit du collectif, etc., etc. Deuxième sujet, les tiers-lieux. C'est en plein boom, c'est à la mode, et par moments, on limite trop le tiers-lieu à un imbriquement de services, mais on va beaucoup plus loin sur des tiers-lieux où on peut laisser la place au laboratoire d'initiative dans lesquels les citoyens peuvent s'emparer sur un territoire donné d'expériences, d'échanges réciproques et de mise à profit de compétences au sein d'une structure dans laquelle, effectivement, on amène certains usagers à devenir complètement acteurs et décideurs de tiers-lieux. Ça, c'est un autre exemple. Et j'en arriverai juste, parce que Daniel en a parlé, de l'injonction et les dérives. Parce qu'il y a plusieurs participations citoyennes dans des gouvernances, là, c'est un petit avertissement, c'est qu'à force d'institutionnaliser la participation citoyenne, on en perd l'initiative et l'objet même de la participation citoyenne dans le cadre de la citoyenneté économique, etc., etc. Donc, les centres sociaux, voilà, c'est un exemple. Il y a certains centres sociaux qui se sont détachés un peu de cette injonction en remettant, effectivement, on en a quelques-uns à la Ligue, de la participation citoyenne, de la construction, avec même dans l'exécutif des vrais décideurs issus des quartiers, habitants, etc., etc. Un peu à la manière des régies de quartier. Et là, c'est un avertissement en se disant, attention, citoyenneté, énergie citoyenne, etc., etc. Pour autant, il ne faut pas que ce soit un modèle institutionnalisé. Et nous nous sommes dit, et je vous dirai après qui, si on mobilise les personnes, il faut qu'elles aient un enjeu, et cet enjeu, c'est la politique. Et je rejoins complètement ce qui a été dit tout à l'heure. Patricia nous disait, il faut aujourd'hui développer la parole des personnes, il faut qu'on puisse mettre en avant leurs aspirations, qu'elles s'expriment. Sauf que si elles ne s'expriment pas dans un cadre et dans un but déterminé, et c'est là que je rejoins le problème politique, on perdrait notre temps, on dépenserait beaucoup d'énergie. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, il va y avoir des élections. Au cours de ces élections, la question de l'emploi, il y a le pouvoir d'achat, bien sûr, mais il y a aussi toute la question de l'emploi. Alors, il y a deux solutions. Ou bien on va parler avec des experts, ou bien on fait parler les chômeurs eux-mêmes. Et donc on a pris le parti de faire une coalition d'associations, la plupart des associations qui sont en lien avec les chômeurs, c'est Solidarité Nouvelle contre le chômage, c'est le Mouvement national des chômeurs et précaires, c'est Territoire zéro chômeur, ATD Carmonde, etc. Bref, à peu près tous. On s'est dit on va se mettre ensemble pour faire un plaidoyer politique dans le cadre des élections présidentielles, en s'appuyant sur une autre coalition d'associations qui est le collectif Alerte. Je peux dire que je l'ai présidé pendant 6 ans, donc je le connais un peu. Et c'est d'ailleurs ce collectif qui, parce qu'il était collectif, a obtenu du gouvernement de François Hollande d'un côté, puis du gouvernement d'Emmanuel Macron de l'autre, des stratégies de lutte contre la pauvreté. Après, on peut dire ce qu'on veut de la stratégie, mais en tout cas, c'est parce qu'on était ensemble que même si ce n'était pas dans le programme du candidat, nous l'avons quand même obtenu. Donc on s'est lié au collectif Alerte. La partie emploi, c'est les chômeurs qui expriment ce qu'ils veulent, comment ils vivent leur situation. Et on en a interrogé 270 avec 35 questions, donc il fallait dépouiller 3500 réponses. Ça fait un bouquin qui fait 46 pages, qui sera rendu public le 25 janvier, mais l'idée, elle est bien qu'aujourd'hui, les chômeurs, à travers ces paroles, se mettent dans le champ politique. C'est-à-dire que cette énergie citoyenne qu'on a mobilisée, avec beaucoup de difficultés, parce qu'en plus, on était à la période de la pandémie. Donc je ne vous raconte pas. Dans les maisons des chômeurs, par exemple, pendant la pandémie, les chômeurs ne venaient plus. Donc il a fallu les voir chez eux. Les équipes de la JOC, elles ne pouvaient pas se réunir. Donc il a fallu aller voir des jeunes chez eux. Mais le résultat, et c'est vraiment ça le message que nous voulons faire passer, c'est que si nous ne nous battons pas pour que ce soit les personnes elles-mêmes qui s'expriment, mais dans des cadres qui se donnent l'enjeu politique, c'est-à-dire de s'intéresser directement à ceux qui décident. Vous savez, on entend régulièrement parler « moi je suis apolitique ». Ça veut dire qu'on est de droite. Mais bon, c'est à peu près clair pour tout le monde.
Non, nous on est, alors je ne dis pas qu'on est de gauche pour autant, on est dans le champ politique, c'est-à-dire qu'on n'est pas apolitique. Et je pense que c'est le problème de coalition, c'est le problème de collectif, et ça on a beaucoup réfléchi là-dessus, c'est vraiment par là que je vais terminer. Si on ne se donne pas un enjeu précis de où on veut aller avec ces collectifs, alors on va créer des tas de collectifs. Mais au bout d'un moment, on ne sait plus d'ailleurs même pourquoi on a créé le collectif au démarrage. Alors toi tu sais, à plus, tu sais très bien, c'était parfaitement clair dans ce que tu as dit. Et voilà ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole des personnes ne peut pas être entendue si on ne met pas le pied dans l'action politique. Voilà, c'est clair. Aux intervenants, et je sais maintenant, la parole est à vous. Si vous avez envie de poser des questions à l'un ou l'autre, on passe le micro et ce jeune homme est là pour vous. Si vous avez envie de retracer une expérience, quelque chose que vous vivez au quotidien. Et je vous laisserai répondre chacun selon votre envie. Oui, Joël Moulin, donc mouvement associatif et CRES, ouvert mondial. Moi, je voudrais dire des choses très intéressantes qui ont été dites par rapport au sursaut citoyen, en quelque sorte. Il me semble qu'il faut rassembler le plus possible, quoi. On est dans une période où il faut qu'on change de modèle économique et autres, et donc il faut mettre tous les acteurs dans la démarche. Et moi, je pensais notamment par rapport à ce qui vient d'être dit sur les chômeurs, mais aussi sur des sujets comme le travail, comme la protection sociale qu'on n'arrête pas de nous casser, etc. Il faut aussi qu'on fédère les organisations syndicales. On ne peut pas ne pas faire économie solidaire et organisation syndicale de l'autre. Alors certes, on nous a dit pendant un temps, les organisations syndicales, c'était pour le dialogue social. Certes, ça a été dit, notamment dans l'économie sociale et solidaire, que l'économie sociale et solidaire est loin d'être vertueuse en termes de rapports sociaux dans certaines entreprises, on sait bien, ça on sait. Mais plus largement, il me semble quand même que les organisations syndicales ont aussi une mission de vocation à aller sur le dialogue civil et donc à être partie prenante des discussions qu'on peut avoir et des interpellations qu'on peut avoir ensemble sur des sujets de transition. Co-président du mouvement Sol, la Fédération française des mondes locales. Et en fait, je voulais juste peut-être un peu témoigner, puis peut-être aussi interroger, témoigner du fait que il y a des nouvelles formes de SS qui sont en train de naître aujourd'hui en France, et les mondes locales en font partie. On est souvent associatifs aujourd'hui pour la plupart, certains d'entre nous parce qu'on se dans SIC pour se développer. Et je trouve que c'est des outils qui sont extrêmement intéressants parce qu'on est profondément ancré dans l'ESS, par notre mode de gestion, notre ambition, à la fois de transition sociale, économique, transition écologique aussi. Et qu'on répond aussi, on en parlait dans un autre atelier, au défi de l'environnement aussi, la transition écologique, que ça répond entre l'ESS et la transition écologique. Et ce que je trouve intéressant dans le monde local, et c'est pour ça que je réponds à ce problème, c'est que c'est un pont entre l'ESS et le reste de la société. C'est un créateur d'alliance entre l'ESS et les autres secteurs de la société progressistes en quelque sorte, sur les territoires de façon très concrète. Autour d'un projet de l'ESS qui est monnaie locale, on arrive à fédérer des citoyens, des collectivités locales, mais aussi des petits commerçants, l'agriculture paysanne, et tout un tas de secteurs qui souffrent aussi de la mondialisation libérale et qui ont besoin de se fédérer, qui sont éparpillés. Et je trouvais extrêmement intéressant, il y a eu un article très intéressant dans la RECMA qui a été fait par Fabien Pinos sur les monnaies locales comme nouveau vecteur d'une nouvelle action politique publique locale. Et je trouve qu'on est vraiment sur un nouveau paradigme qui permet d'agir ensemble sur les territoires pour la transition avec l'énergie des citoyens et à l'inverse en donnant de l'énergie aux citoyens. Alors, là, c'est vraiment un témoignage de terrain. Ce qu'on constate, c'est que les gens qui utilisent des monnaies locales, moi je suis de l'OSCO au Pays Basque, ils ont vraiment c'est un réveil. Le fait de pouvoir agir à travers l'usage de la monnaie, ça les active, ça les motive. Il y a des gens qui ne sont pas trop loin de l'ESS, qui ne connaissent pas le terme. Mais avec cet outil de l'ESS, on voit bien qu'on peut les activer, c'est intéressant. Et puis une interrogation, c'est que ces monnaies-là, donc aujourd'hui, sont de plus en plus répandues. Il y en a 80 en France, donc vraiment des grosses sur tous les territoires. Les communes, donc la ville de Bordeaux a adhéré récemment à la monnaie réelle, la ville de Marseille a adhéré à la roue, donc la métropole du Grand Lyon va verser des indemnités en monnaie locale en honnête, donc il y a des grandes avancées. Pour autant, sur les territoires, il y a une certaine distance, prudence peut-être des acteurs de l'ESS eux-mêmes.
C'est vrai qu'au niveau des coopératives, au niveau des associations, et sans doute parce qu'on n'a pas été vers elles, il n'y a pas une forte implication pour l'instant des acteurs de l'ESS sur les territoires dans les monnaies locales. Et je me dis qu'on a un super outil avec les monnaies locales et que si on pouvait activer peut-être à travers les réseaux nationaux les acteurs locaux pour qu'ils s'impliquent dans leur monnaie locale, on aurait un vrai levier de transformation politique. Merci à toi. Bien sûr, on a entendu, il y a beaucoup de choses qui se font, centres sociaux, des quartiers, etc. Mais je dirais aussi que, même si bien sûr c'est notre finalité, je dirais qu'on a beaucoup de mal dans les milieux populaires. Si on ira bien dans les milieux populaires, ça se saurait. Il n'y aurait pas des taux d'abstention qu'on le voit, il n'y aurait pas des votes dans certaines villes à 30 et 30% pour le Front National. Ça se verrait, ça se saurait. Donc c'est pas facile, par exemple les mondes locales ou d'autres trucs comme ça. Ça ne rejoint pas les milieux populaires, ça ne rejoint très peu, quoi, je veux dire. Il y a une espèce de, je sais pas, des blocages qui sont soit intellectuels, soit etc., mais culturels surtout. Il y a beaucoup de blocages et on ne rejoint pas suffisamment. Et tant qu'on n'aura pas rejoint le milieu populaire, on n'aura pas gagné le truc, la démarche, quoi. Alors je ne sais pas comment faire, ça c'est autre chose, mais voilà. Eh bien, c'est déjà beaucoup que nous nous posions la question. Voilà un chantier qui s'ouvre et qui est tout à fait passionnant. Tout à l'heure, nous parlions de l'ESS Forum International. Je pense que ça a été évoqué, puisque l'ESS Forum International a son siège à Bordeaux. Moi, je voudrais aussi parler. Et il y a aussi des US Amérique latine, Afrique, etc. Ce que nous constatons quand même au bout de 20 ans, c'est que dans certains continents et pays, on est plus sur l'idée d'une économie populaire, mais d'une économie qui est portée par des communautés d'habitants, pour le coup, qui sont pauvres tout simplement, et qui s'emparent des enjeux de l'alimentaire, de survie ou d'éducation, etc., etc. Et certainement, enfin, on a toujours ressenti ça au sein du mouvement, je crois, c'est que cela nous inspire et nous oblige un petit peu à nous remettre en cause, nous, les Français. En fait, on doit, nous aussi, réinterroger nos pratiques, nos postures, nos manières d'être ensemble et de coopérer aussi. Qui défend l'économie de marché et des visions individualistes, je me rappelle avec ces... Mais sérieusement, je suis d'accord avec vous, mais on n'oppose pas les deux, justement. Quand nous, on travaille sur notre expérimentation zéro chômeur au Grand Parc, les gens nous disent on veut un bistrot. C'est très bien. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on va organiser pour que ce soit eux qui gèrent eux-mêmes leur propre bistrot, etc. Et donc, du coup, qui sortent un peu, effectivement, des rangs classiques, on n'arrive pas à ramener un nouveau bistrot régent, le 74e à Bordeaux. Voilà, on est plutôt dans cette logique-là, donc je pense qu'on peut se rejoindre. Après, sur le reste, je voulais pas mal réagir à l'intervention de M. Daer, forcément. Mais je pense que c'est un problème assez classique, c'est que du coup, il faut que nous, élus, on accepte de perdre du pouvoir, qu'on fait confiance à des citoyens. Ça, il faut le dire. Alors, c'est pas simple, hein, parce qu'on a été élus pour avoir du pouvoir, pas pour en avoir, même si certains s'en satisfont largement, mais pour pouvoir faire des choses derrière. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on accepte de déléguer au moins une partie de ce pouvoir-là. Ça veut dire que du coup, il faut qu'on accepte d'être dépassé. Moi, je théorise le rôle de l'élu inutile, en particulier celui à l'ESS. Le jour où j'aurais rien à faire, c'est que j'aurais réussi à atteindre mes objectifs politiques parce que tout le monde aurait été capable de s'organiser dans ses quartiers, etc. Mais ça, du coup, c'est compliqué. Et la question que nous, on se pose en tant qu'élu, c'est à quel moment je peux faire confiance à un collectif ou pas? Parce que les collectifs qui viennent nous voir, je peux vous dire qu'il y en a des dizaines toutes les semaines. Il y en a à qui on n'avait pas envie de faire confiance. Mais je pense que la clé, c'est ce que vous avez fait dans ces communes-là, hein, c'est pour ça que c'est d'autant plus urgent, c'est de prendre le temps avant de discuter, de travailler ensemble, de construire des projets ensemble. Et c'est là où on apprend à se faire confiance et qu'on trouve un équilibre. Et là, l'outil qui est intéressant aussi pour ces recherches d'équilibre entre les habitants, les collectivités, et puis l'entreprise privée ou autre. Voilà. Et juste terminer en disant, je suis tout à fait d'accord, je vais très vite avec vous, monsieur. Je crois qu'il faut qu'on repense le mouvement social tel qu'il est organisé aujourd'hui en France, avec l'ESS comme acteur clé de ce mouvement social, aux côtés des syndicats, aux côtés des assos de consommateurs, aux côtés de tout un tas d'acteurs de ce type-là, et qu'on recrée en final un mouvement politique au sens large du terme, mais avec une vision, un projet, un peu comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. Parce que nous, élus, on a besoin de ça. Moi, je suis prêt à apporter ce genre de choses, mais il faut qu'on soit poussé et qu'on nous aide à le porter. Et ça, c'est le positionnement de l'ESS dans les collectivités territoriales. Parce que le fait de l'ESS a réclamé et a obtenu d'être mis dans les compétences des services de développement économique, mais parfois, pour ne pas dire le plus souvent, ça a entraîné une économicisation de la vision de l'ESS et une réduction terrible. Donc là aussi, je pense qu'il y a à réfléchir
et créer des délégations transversales, où effectivement elles soient entre le social, l'économique, le culturel, je ne sais pas quoi. Donc voilà, comme on est dans les suggestions, je pense que c'est juste encore, je peux être très bavard, mais je vais essayer d'être rapide, pour réagir sur les alliances. Je crois qu'effectivement vous avez raison, hein, il faut faire des alliances, et au-delà du mode syndical, il faut faire des alliances. Si on fait un peu d'histoire, moi je ne sais pas résoudre le problème, moi je vais voir dans l'histoire, je trouve qu'il y a beaucoup de pistes qui s'ouvrent. Quand on regarde comment la protection sociale s'est diffusée dans la société, elle était née par les mutuelles. Les mutuelles au début c'était des bienfaiteurs, il faut être clair, hein. Ce n'était pas les ouvriers au départ, c'était des bienfaiteurs, parce que les ouvriers n'avaient pas le droit. Et puis c'est passé progressivement aux ouvriers, et à un moment, après, pour dater, c'est après la Commune de Paris en 1870, hein, avec les syndicats. Il y a une alliance avec les syndicats et avec les collectivités publiques. Hein. S'il n'y avait pas eu la charte de la mutualité et l'intervention de l'État dans la mutualité, ça ne serait jamais diffusé au-delà des chefs de famille, des ouvriers qualifiés, ou des trucs comme ça. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut réfléchir aux alliances avec toutes ces institutions de socialisation. Parce que qu'est-ce que c'est le syndicat? Qu'est-ce que c'est que le pouvoir public? C'est des instances de socialisation. Elles sont nouvelles aujourd'hui, on a des nouvelles. Hein. Et je pense que ça, c'est un enjeu très important, surtout si l'ESS veut bien être partie prenante d'une transition écologique solidaire, hein, citoyenne et solidaire, et pas simplement la transition écologique économique. Dernier point juste sur les monnaies locales, moi je trouve ça très intéressant parce que ça introduit dans l'ESS une thématique, une problématique qui a souvent été occultée, c'est la thématique des échanges. On est dans la production d'un côté, on est dans la consommation de l'autre, et comment on relie les deux, hein. Et la monnaie locale, mais aussi les systèmes d'échanges locaux, enfin beaucoup d'initiatives aussi, introduisent dans l'ESS la question des échanges, hein. Et aussi la question de la monnaie, hein, la question de l'argent. Mais je crois que c'est très important aujourd'hui de ne pas séparer, bon, il faut qu'on ait une pensée complexe, hein, globale, hein, et de ne pas séparer production, consommation, échange, culture, santé. D'une expérience plutôt en Amérique latine qui nous raconte qu'il y a une articulation entre les initiatives solidaires et puis le mouvement social en effet. Et que globalement, là où on rencontre souvent une problématique, c'est que ces initiatives solidaires n'étant pas suffisamment parfaites, elles restent trop discriminées, trop invisibilisées, parce qu'elles manqueraient justement d'efficacité ou voilà, on leur demande trop, alors qu'elles sont déjà les premiers germes du mouvement, les premières graines qui permettent d'avancer et qui permettent justement aux citoyens d'avancer. Et je trouve que ce regard international, il est aussi extrêmement important et que trop souvent on ne prend pas suffisamment le temps de le prendre. Et il me semble que ce dont ça nous parle, c'est aussi, j'insiste un peu là-dessus, mais vraiment la question de faire attention à ne pas être seulement dans l'accès. Moi, je suis d'un réseau culturel, je suis déléguée générale d'un réseau culturel, et trop souvent, on nous parle d'accès à la culture. Non, c'est pas un accès à la culture. La culture n'existe pas sans les personnes, elle existe dans les personnes. Et il n'y a pas de désert culturel à partir du moment où il y a des personnes. La diversité culturelle, elle est par les personnes. Et donc, on doit parler de contribution, on doit parler de capacité des personnes d'organiser la culture, d'organiser l'alimentation, d'organiser leurs loisirs, d'organiser la santé. Elles ont leur mot à dire sur qu'est-ce que la bonne santé, sur qu'est-ce que la culture, etc. Et il n'y a pas un simple accès à un bien ou un produit. Donc ça, je pense qu'il faut qu'on aussi réélargisse nos imaginaires par rapport à ça. Si on fait aussi le pari, et ça me semble important, de l'égalité des intelligences dans cette contribution-là. Et trop souvent, je pense que voilà, on a dans notre imaginaire démocratique pas suffisamment en prise cette question de l'égalité des intelligences et de la capacité de coproduction des savoirs. Alors après, je rejoins ce qui a été dit sur la question des écosystèmes territoriaux et des alliances territoriales, parce qu'un processus comme les monnaies locales, et puis on parlait Daniel par exemple sur la question de l'argent, de la monnaie, c'est un processus d'éducation populaire aussi qui s'installe et on a besoin de revenir là-dessus. Et puis on est d'accord évidemment avec la question du mouvement politique. C'est vrai qu'il faut qu'on arrive à parler avec, et à se mouvoir avec les organisations syndicales. Il faut aussi, parce qu'on est aussi des organisations parfois employeurs, donc aussi réfléchir à c'est quoi être employeur de l'économie sociale et solidaire et c'est quoi de gérer en effet ces formes d'autogestion, ces formes impliquées dans l'intérêt général, ces formes où on demande une participation et une contribution active des communautés qui sont formées autour de l'entreprise, à partir que l'entreprise est formée à partir de ces communautés plus exactement. Et donc on a besoin en effet de se mettre en mouvement. Je citerai aussi d'autres mouvements sociaux avec lesquels on pourrait se mettre en mouvement, et notamment
le mouvement féministe, parce qu'il me semble que notamment dans la question de l'économie, on oublie souvent l'économie domestique, une économie non monétaire et pourtant tellement présente dans nos sociétés. Eh bien, nous avons c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Et je termine juste en disant Amal, 46 ans, mère de famille, qui dit « J'aime mon quartier et je veux participer à sa transformation ».